c'est vraiment un problème dans cette maladie. C'est, je pense, une des maladies les plus difficiles à diagnostiquer en rhumatologie. Il faut savoir qu'il y a une dizaine d'années, on mettait en moyenne 10 ans à faire le diagnostic. Donc il y a des gens, ils mettent 20, c'est une moyenne. Donc il y a des gens, ça veut dire qu'ils mettent 20 ans, d'autres ils mettent 6 mois, mais la moyenne c'était 10 ans. Avec l'avènement de l'IRM, des formations, des choses comme ça a diminué. Mais on est encore autour de 6-7 ans. Ça, c'est en Europe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les symptômes qu'ont les patients, les symptômes que vous avez, beaucoup ont c'est des symptômes, si je peux dire, banals. C'est-à-dire mal au dos, des tendinites. Et ça, si on interroge dans la population générale qui a jamais eu mal au dos, tout le monde a eu mal au dos. Et donc, il faut que... Alors, c'est vrai que le mal de dos, il est peut-être différent du mal de dos classique. Donc, c'est là-dessus, c'est pour ça que la formation est importante auprès des médecins généralistes à la faculté de médecine pour être attentif à ça. Et c'est parfois, il y a des patients qui nous disent « Mais moi, j'ai pas un mal de dos comme les autres. Ce qui est bizarre, moi, j'ai mal quand je fais rien. Et quand je fais, eh ben, en fait, je vais mieux. » Vous voyez, ben ça c'est un petit signe qui doit nous alerter. Mais c'est pour ça que et la maladie, elle vient, elle part, elle vient, elle part. Donc il y a des gens qui sont poussés effectivement des mois, donc là peut-être y penser plus. Mais les gens qui ont mal comme ça, 2 jours, 3 jours, une semaine, puis après le temps qu'ils consultent, ils n'ont plus rien, eh ben, des fois ils ne consultent même pas. Parce qu'ils s'automédiquent, ils vont prendre des anti-inflammatoires, ça passe tout seul. Donc une des premières causes de l'errance, c'est que les symptômes, ils sont hyper fréquents. Ils ont des caractéristiques particulières dans la spondylarthrite, mais cependant, les gens vont dire j'ai mal au dos, j'ai des tendinites. Et voilà, la tendinite, c'est hyper fréquent. Ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques. Quand vous travaillez, si vous avez un travail un peu répétitif, vous allez avoir mal au poignet, mal au coude, mal au truc, voilà. Donc ça explique. La deuxième chose, c'est que souvent on fait un bilan, puis il n'y a rien. Alors on dit, bah vous n'avez rien. Et on s'arrête là. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est on fait des radios, et puis là, il y a de nouveau rien. Donc on arrête. Donc 3 raisons pour faire que c'est long. Ce qui va changer les choses, c'est penser à faire l'IRM. Voilà. Alors c'est vrai qu'aussi à l'IRM, quand il n'y a rien, alors là c'est plus compliqué de poser le diagnostic. Parce que si vous me disiez, est-ce qu'il y a des signes qui permettent de dire c'est pas ça, il y a surtout un signe qui dit que c'est ça, c'est les signes radio. Donc quand les signes radio ne sont pas là, c'est compliqué. J'ai répondu à votre question ? Oui. Docteur, mais qu'est-ce qu'on fait si on a quand même mal et que c'est probablement une spondylarthrite et qu'il n'y a pas de signe radio? On attend. Non, parce qu'après, il faut quand même prendre en charge la douleur. Mais c'est vrai qu'on n'arrivera pas forcément par des traitements ciblés, notamment les biothérapies dont il a parlé, les thérapies ciblées. Compliqué de mettre un traitement de thérapie ciblée avec des risques qui sont quand même là, même s'ils ne sont pas si importants que ça, pour quelqu'un dont on n'est pas sûr d'avoir le diagnostic. Vous voyez, donc après, par rapport au traitement, ça sera compliqué pour mettre un traitement ciblé. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas en charge. Alors, la prise en charge... Quand vous posez une question, vous pouvez répéter la question que les gens qui écoutent en bas dans la salle... Ah d'accord. Est-ce qu'il y a des gens en bas? Ah d'accord. Je ne savais pas. D'accord. Vous voulez savoir enfermer ou... Ah, je vais vous faire. D'accord. Ok. Bon, oui. Donc la question c'était, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de diagnostic franc et qu'on a des suspicions? C'est la prise en charge de la douleur chronique après. Donc là, on rentre dans ce grand chapitre de la prise en charge de la douleur chronique, mais c'est sûr que ça ne sera pas de la prise en charge spécifique anti-spondyloarthrite, notamment avec les traitements ciblés. Mais ça veut dire qu'il ne faut rien faire. C'est tout bon? Si vous avez d'autres questions, de toute façon, je peux y répondre. Alors, on va peut-être remettre la slide. En fait, moi, je vous parle d'éducation thérapeutique. Alors déjà, je voulais savoir, dans la salle, si vous voulez bien lever la main, qui a déjà entendu parler d'éducation thérapeutique? Non, c'est pas mal. Mais bon, il y en a encore beaucoup qui n'ont pas jamais entendu parler. Donc j'avais une autre slide qui disait qui a déjà bénéficié d'éducation thérapeutique. D'accord. Donc là, un peu moins. Et qui connaît quelqu'un qui en a bénéficié? Ouais, d'accord. Donc peut-être pas tout à fait la moitié qui connaissent.
qui en ont entendu parler et très peu quand même qui en ont bénéficié. Donc, j'ai pas les slides. Si. Ah si. Donc, là aujourd'hui, c'est pour vous parler un peu de l'éducation thérapeutique. Voilà. Donc effectivement, moi je travaille, donc ça je ne l'ai pas dit d'emblée, mais enfin, vous avez compris que je travaillais au CHU à Strasbourg en rhumatologie et j'ai mis coordinatrice de l'UTEP parce que je suis impliquée depuis quelques années dans le développement de l'éducation thérapeutique, mais au sein de l'hôpital des hôpitaux universitaires de Strasbourg, donc sans avoir que la casquette de rhumatologue. On peut passer. On peut passer. Ah, c'est bizarre ça. Oui, bon, allez-y. Oui, parce que ça, on pourrait appeler l'éducation thérapeutique comme ça. Si on améliorait la prise en soin des patients souffrant de pathologies chroniques. Allez-y. Bon, ça, on va passer. Encore. Voilà. Donc là, je vous ai mis la définition officielle de ce que dit l'OMS. Alors, vous voyez, l'éducation thérapeutique, c'est pas du tout un truc nouveau. 1998. 24 ans, si je compte bien. Et l'OMS disait, eh bien, l'éducation thérapeutique doit permettre aux patients, aux malades, d'acquérir et de maintenir des compétences qui vont leur permettre de gérer au mieux la maladie et d'essayer de retrouver un équilibre. Parce que quand on est atteint d'une maladie chronique, forcément l'équilibre il est perturbé, quelle que soit la maladie. Et l'idée, c'est d'essayer de retrouver cet équilibre avec cette maladie chronique. Donc c'est un processus en fait continu qui est quand même intégré aux soins et qui a pour but d'aider le patient, mais également son entourage. Ça, c'est aussi important de mettre une place à l'entourage pour que le patient arrive à comprendre sa maladie, à savoir dépister les choses, à comprendre le traitement, à savoir mieux coopérer, à mieux se prendre en charge, mieux se soigner. Vous pouvez passer. Alors pourquoi en fait on en parle beaucoup de cette éducation thérapeutique? Parce qu'il y a une explosion des maladies chroniques. Là je quitte le monde de la spondylarthrite, il y a une explosion des maladies chroniques. Plus de 20 millions de Français souffrent de maladies chroniques. Pourquoi il y a une explosion des maladies chroniques? Il y a plein d'explications. Mais il y a une des explications, c'est la modification de l'environnement. Notre environnement, on en parle beaucoup, à un moment de la... Alors, éventuellement, les éléments toxiques, les éléments... on ne sait pas trop ce que ça fait pour le moment, les perturbateurs endocriniens, mais également la sédentarisation. On est de plus en plus inactifs. Les métiers sont de moins en moins physiques, même s'il y a des métiers encore très physiques, mais on voit bien que vous pouvez tout faire de votre smartphone, commander des courses, vous servir au drive. Voilà, on peut tout faire pratiquement assis, et on se rend compte qu'il y a une augmentation de la sédentarisation, une alimentation aussi plus riche, un peu américaine, donc qui n'est pas forcément fabuleuse non plus. Il y a une augmentation des addictions globalement, avec le tabac, mais pas que. Clairement, il y a un vieillissement de la population, donc quand on vieillit, malheureusement, on s'expose aussi aux pathologies du vieillissement. Et puis, il y a eu des super progrès médicaux, mais insuffisants. L'exemple typique, c'est le VIH. Le VIH, quand vous connaissez, il y a des dizaines d'années, on mourait du VIH. Je ne veux pas dire qu'on ne meurt plus du VIH, beaucoup moins. Donc on a transformé une maladie mortelle en une maladie chronique. Et pour autant, on n'arrive pas à la guérir. Voyez ? Donc en fait, eh bien, ces progrès médicaux, c'est fabuleux, mais ça crée des maladies chroniques. Un autre exemple aussi, c'est dans le cancer. Il y a beaucoup de cancers maintenant, notamment si on prend le cancer du sein, s'il est pris tôt, eh bien, les patientes vont suivre très longtemps des traitements. Ça va devenir une pathologie chronique. Tant mieux, mais ça veut dire qu'on est quand même face à cette pathologie chronique. Vous pouvez passer. Donc c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de maladies chroniques, et vous pouvez passer encore. Et vous allez voir que, en fait, et encore, les pathologies, quand on est dans la pathologie chronique, c'est complètement différent. Puis c'est pas à vous que je vais le dire, hein, mais le temps de prise en charge, il est long, vous l'avez dit. Le temps du diagnostic, après le temps de la prise en charge. Après, maladie chronique veut dire plutôt pas de guérison, mais on peut parler de rémission, pas de guérison. Et puis il va falloir faire avec. Donc il va falloir changer de comportement, peut-être changer d'habitude, changer de façon de faire, peut-être changer de travail, voilà. Et pour autant, il va falloir que vous soyez acteurs et que vous puissiez agir, parce que c'est vous qui avez les clés. Les docteurs et les soignants, on n'a qu'une partie du porte-clés. On ne peut pas faire tout seul.
Si on fait en partenariat, c'est ça l'éducation thérapeutique, c'est l'idée de faire un partenariat avec le patient. Vous avez des clés, les soignants ont des clés, mettez-les ensemble pour aller essayer d'ouvrir toutes les portes et de cheminer ensemble. C'est un peu ça. Et puis en plus, vous avez cette expérience, parce que c'est vous qui vous connaissez le mieux. Quand vous racontez vos douleurs, qu'est-ce qu'on peut, on ne ressent pas vos douleurs, mais vous savez ce que vous avez. Et ça, c'est aussi important et c'est très utile en éducation thérapeutique. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Alors, vous pouvez cliquer, c'est animé, mais voilà. Et ce qu'on sait globalement, c'est que, ça c'est démontré dans la littérature scientifique, c'est si on connaît mieux sa maladie, eh bien on va mieux la gérer. Parce qu'on la connaît. On saura repérer quand on aura une poussée. Donc on va peut-être pouvoir anticiper certaines choses. On va beaucoup mieux prendre ses médicaments. On va peut-être être plus rigoureux si on n'en a pas peur. Parce que quand on a peur des médicaments, alors on essaie toujours un peu de diminuer les doses, d'espacer les choses. Et voilà. Et si on sait pourquoi on le prend. Ce n'est pas un énième médicament qu'on vous rajoute. Et puis si on est moins isolé, et donc l'impact et la force des associations de patients, si on peut parler de sa maladie à des gens qui ont la même maladie et qui vont vous comprendre. Ça, c'est aussi important, de pouvoir faire comprendre aux autres. Et la fatigue est souvent un symptôme que les patients nous disent « on ne me comprend pas ». Voilà, on va même me traiter de fainéant. De toute façon, tu es toujours fatigué. Hein, voilà, tu es un peu chiant, tu es fatigué. C'est un peu comme ça que les patients nous le retournent, mais parce que c'est difficile d'expliquer. Parce qu'il y a plein de gens aussi fatigués pour d'autres choses. Alors, et les douleurs, c'est pareil. C'est fréquent, les douleurs, mais ce n'est pas les mêmes. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de se faire comprendre des autres. Et puis, ce qu'on sait aussi, c'est qu'on sait faire face à un coup dur, et bien, si on connaît les personnes ressources. Et l'éducation thérapeutique, ça permet ça aussi. Le kiné, il sert à quoi? L'ergothérapeute, il sert à quoi? La sophrologue, elle sert à quoi? Quand est-ce que je peux aller voir le pharmacien, etc. Donc, quand on apprend à reconnaître une crise, quand on sait quelle personne peut nous aider, on saura mieux faire face à un coup dur. Vous pouvez passer la slide d'après. Mais, ça serait trop simple parce que c'est pas parce qu'on nous dit de le faire que c'est fait. Mais ça, c'est valable chez tout le monde. Pas que chez les patients. Sinon, il n'y aurait aucun docteur prêt, qui ferait tout du sport 3 heures par semaine, qui ne mangerait pas des sandwichs à midi en 5 minutes. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'on nous dit, oui, mais voyez, il faut faire ça, qu'on le fait. D'accord? Et puis aussi, ce qu'on sait aussi, c'est que quand on est nouveau en consultation, on vous dit plein de choses, et quand vous sortez, il y a des études qui montrent qu'il y a 10% des choses qu'on retient. Comme les étudiants. C'est exactement pareil. Les étudiants, sur un cours, ils retiennent 10%. Donc, il y aura plein d'infos qu'on va zapper, parce qu'on va intéresser plus par l'autre, qu'il y a un mot qui a été utilisé, qui nous a un peu choqué, du coup on est expliqué. Voilà. Vous pouvez passer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce qu'on sait qu'on risque, on mange pas bien, on bouge pas bien, on fume, ah bah oui, on a un risque d'infarctus, qu'on arrête de fumer et de mal manger. Ça serait trop bien. Si simplement le fait de le savoir, hop, on pouvait tout changer, ça serait trop simple. Allez-y, vous pouvez passer la dia. Alors du coup, c'est comme ça, c'est pour ça qu'on parle d'éducation thérapeutique, parce que l'idée dans l'éducation thérapeutique, c'est de vous accompagner dans ce cheminement, dans ce changement que la maladie chronique a induit dans votre vie. Vous pouvez passer. Donc, l'éducation thérapeutique, ça c'est Jean-Philippe Assal. Jean-Philippe Assal, c'est un monsieur plus âgé, il a plus de 80 ans. C'est un ancien professeur de médecine du CHU de Genève. C'est lui qui a boosté l'éducation thérapeutique au niveau mondial en 1998. Il était professeur de diabéto. Mais ce monsieur, il était diabétique. Il était diabétique de type 1. Il était diabétique depuis petit, depuis l'adolescence. Et lui, il disait, mieux un patient connaît sa maladie, moins il va la craindre et plus il va être capable de la gérer correctement. Donc pourquoi on fait de l'éducation thérapeutique? C'est pour vous aider. C'est pour vous aider éventuellement à mettre des comportements plutôt bénéfiques à la santé ou bénéfiques pour la maladie que l'on a. C'est aussi de pouvoir devenir un peu son propre docteur.
Moi, je pense que c'est un vrai transfert de connaissances et de compétences des soignants aux patients. Et puis, pour faire que tout se passe au mieux. Qu'on ne fasse pas de complications, qu'on diminue les complications, qu'on soit moins hospitalisé pour des problèmes aigus et autres. Vous pouvez passer la dia. Alors, voilà, c'est vraiment le partage des savoirs entre le sachant, c'est-à-dire le soignant. Quand je mets le soignant, je ne mets pas que les docteurs, hein, je mets tous les gens qui prennent en soin des patients, qui prennent en charge les patients, parce que c'est vrai qu'il y a un savoir scientifique, on est allé à la fac, on a fait des études, on fait des recherches, etc. Mais vous avez aussi le savoir de l'expérience, et il faut essayer de travailler en partenariat. Passez encore la diapo. Et en plus, quand vous avez la chance de voir un rhumatologue, notamment par exemple à l'hôpital, où on ne voit pas forcément les rhumatologues très longtemps ou très souvent, eh bien, j'ai transformé l'année en minutes. Voyez ? Donc, si on voit le rhumatologue aller 4 fois dans l'année 15 minutes ou 2 fois 30 minutes dans l'année, 60 minutes. Vous avez des questions, vous pouvez accéder au rhumatologue et lui poser tout ce que vous avez pensé pendant toute l'année. Mais vous, avec votre pathologie, si je transforme en minutes, vous voyez, c'est 525 600 minutes où vous êtes tout seul. Donc, il y a une différence, et on ne va pas pouvoir le changer, en plus avec la désert médicale et tout, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on change notre façon de faire. C'est pour ça qu'on fait le programme d'éducation thérapeutique. Slide suivante. Donc voilà, les principes de l'éducation thérapeutique, c'est pas fait par le docteur, c'est fait d'ailleurs surtout par une équipe pluriprofessionnelle. Et on va voir après lesquels professionnels. Et puis l'idée, c'est de pouvoir proposer quelque chose en continu. Alors ça, c'est la théorie. Après, il y a la pratique et les réalités de terrain qui facilitent pas toujours et qui sont pas toujours faciles. Hein. On a aussi des contraintes à l'hôpital et en ce moment, c'est pas la joie. Donc, on fait au mieux. Mais en tout cas, c'est vraiment essayer de centrer sur le patient et quelles sont ses difficultés et comment on peut vous aider. Vous pouvez passer la slide. En tout cas, l'idée, c'est de ne pas être comme ça. Hein. Vous voyez, là, à votre gauche, mais de vraiment être en partenariat. Bon, c'est un peu caricatural, mais j'aime bien cette photo-là, parce que c'est pas le docteur qui ordonne, qui dit il faut que, il y a qu'à faucon, ça c'est facile, mais on sait que c'est difficile à mettre en pratique, puis il y a des moments où ça sera facile, puis il y a des moments où ça sera difficile. C'est pas grave, c'est comme ça. Il faut essayer de faire avec les aléas de la vie. Donc c'est de travailler en partenariat. Vous pouvez passer la slide après. Et en fait, en éducation thérapeutique, c'est pas comme ça. C'est pas une conférence. C'est on va inverser les choses. C'est-à-dire que on se dit, et là c'est ce que vous faites, et on le fait tout le temps. Hein, c'est on s'informe pour avoir des idées et des connaissances. Slide suivante. En éducation thérapeutique, on va essayer de faire l'inverse. Quelles questions je me pose? Qu'est-ce que je sais? Tiens, mais qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que j'ai comme idée là-dessus? Et puis, est-ce que c'est vraiment vrai? On va confronter un peu ces idées aux soignants, aux autres patients, et on va renverser la démarche. Et en fait, d'ailleurs, ça marche beaucoup mieux, on retient bien mieux les choses comme ça. Vous pouvez avancer la slide. Et ce que disait, j'aime bien cette citation de Mark Twain, qui dit « Ce n'est pas tant ce que les gens ignorent qui cause des problèmes, c'est tout ce qu'ils savent et qui n'est pas vrai. » Et ça, c'est pas toujours facile de dépister des choses qu'on se dit « Mais tiens, oui, mais ça, je suis sûre de ça. Est-ce que c'est vraiment sûr ?» Vous voyez, donc on réfléchit aussi là-dessus en éducation thérapeutique. Slide suivante. Ah oui, slide suivante. Alors après, oui, alors je ne l'ai pas bien placée, j'ai oublié de la déplacer. C'était parce qu'il faut aussi qu'on se mette d'accord quand on travaille avec le patient sur les mêmes messages. Parce que si on dit au patient « Ah, il faudrait que vous bougiez un petit peu, allez donc promener votre chien. » Donc la petite dame, elle va promener son chien. Là, elle marche, on est content, elle va faire ses pas. Là, vous pouvez cliquer. Mais là aussi, il promène son chien. Mais le chien, il va continuer à marcher, mais moins le chef du chien, quoi, hein, le propriétaire du chien. Donc, c'est aussi, ça nécessite qu'on se mette d'accord sur ce qu'on entend derrière les mots. Et ça, c'est pas toujours facile. Parce que il y a forcément, hein, il y a une émission, une réception, il y a des filtres, et ça c'est important de pouvoir en discuter, de poser les questions aux gens. Qu'est-ce que vous entendez par là? Et que le médecin vous pose aussi la question, mais vous entendez quoi par là? Voilà, pour qu'on se mette sur la même longueur d'onde. Slide suivante.
Alors du coup, dans le cadre des spondylarthrites, vous pouvez passer. Il faut savoir qu'il existe des fameux programmes d'éducation thérapeutique. Alors, c'est la France, on aime bien les papiers, l'administration, donc on n'a pas le droit de faire comme ça de l'éducation thérapeutique. Il faut faire un dossier. Ça, je voulais quand même vous le dire parce que ça nécessite, c'est pour vous montrer aussi que ça nécessite du travail et c'est de la paperasse, mais bon, c'est comme ça. Il faut le déclarer à l'Agence régionale de santé. Vous savez tout ce que c'est qu'une ARS, hein, c'est les petits ministères de la santé qui sont dans la région et qui font la politique de santé. Et il y a un cahier des charges extrêmement précis auquel on doit répondre. Et puis, bien sûr, notre haute autorité de santé a dit, ben voilà, pour faire l'éducation thérapeutique, il faudra faire comme ça, comme ça, comme ça. Vous pouvez passer. Voilà. Donc, il y aura plusieurs étapes. Allez-y, parce que c'est animé. Voilà. Il y a plusieurs étapes. Il y a une première étape, 2 étapes, 3 étapes, 4 étapes. C'est un véritable programme. Allez-y, passez. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des programmes sont portés par les hôpitaux. D'accord ? Parce qu'il y a une équipe pluriprofessionnelle, qui est plus facile qu'en libéral. Alors, en rhumatologie, vous pouvez animer aussi. Allez-y. Voilà. Nous, on a 4 programmes d'éducation thérapeutique. Donc, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui qui est en jaune, qui est un programme aussi qui se déroule dans les autres hôpitaux de la région, à savoir Colmar, Mulhouse et Saverne. Les autres programmes sont spécifiques à Strasbourg. Donc ça, c'est une maladie qu'on appelle le Gougerot-Sjögren, c'est une maladie auto-immune. Et puis la première, là, c'est pour le lupus et la sclérodermie, qui sont des maladies auto-immunes différentes. Et puis ça, c'est pour l'ostéoporose. Mais nous, on va parler du programme RINRIC. Vous pouvez avancer, voilà. Alors, eh bien ça, c'est notre petit flyer. Donc d'ailleurs, je remercie l'AFPRIC qui a emmené des petits flyers de notre programme, donc parce que j'ai oublié de l'emmener, donc c'est super. Si vous voulez un petit flyer, vous pourrez aller au stand de l'AFPRIC. C'est pour vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Donc vous voyez que notre équipe, elle est vraiment pluriprofessionnelle et encore, elle n'est pas à jour puisque maintenant, nous avons un enseignant en activité physique adaptée. Mais vous savez, on est à l'hôpital, on n'a pas trop de moyens, donc il faut déjà utiliser les vieux flyers avant de faire des nouveaux flyers. Bref, mais vous voyez qu'on a médecins, infirmières, diététiciens, pharmaciens, kinésithérapeutes, aides-soignantes, podologues, assistantes sociales, ergothérapeutes, psychologues, patients intervenants et enseignants en activité physique adaptée. Et puis, en fait, vous pouvez passer, vous allez voir qu'on a plusieurs étapes et on va y revenir. Alors, comment accéder à ce fameux programme d'éducation thérapeutique ? En fait, il faut être atteint d'une spondyloarthrite. Il faut être sûr du diagnostic. On ne vient pas dans ce programme quand on est en train de chercher, parce qu'on n'aura pas les bonnes infos, hein, ça ne sera pas adapté. Mais quand on est atteint d'une spondyloarthrite, alors vous pouvez être adressé par votre docteur traitant, par votre kiné, par n'importe qui par un professionnel de santé qui vous suit, mais également par vous-même. Avec, si vous avez un courrier d'un médecin qui dit que vous avez bien la spondyloarthrite, ben vous pouvez accéder au programme d'éducation thérapeutique. Et quel que soit le mode de suivi, il n'y a pas forcément besoin d'être suivi par un rhumatologue à l'hôpital pour avoir accès à ce programme. Si vous êtes suivi par un rhumatologue de ville, un interniste de ville, un rééducateur de ville, vous y avez accès. Il faut bien sûr être d'accord de s'engager dans le programme, ça c'est sûr, et c'est gratuit. Et ça se fait dans différents cadres, soit comme une consultation, c'est-à-dire vous venez et vous repartez, soit en hôpital de jour, et à ce moment-là, vous venez et vous repartez quoi qu'il arrive. Mais c'est pas la même facturation, mais ça change rien pour vous. L'hôpital de jour, il peut y avoir un repas, parce que vous restez plus longtemps. Donc c'est plutôt le temps de présence qui va varier. Et puis votre médecin va recevoir un courrier pour vous dire un petit peu où on en est, ce qu'on vous a proposé. Vous pouvez continuer. Donc la première étape, en fait, vous allez rencontrer alors par exemple chez nous en rhumatologie, vous allez rencontrer soit une aide-soignante, soit une infirmière, soit un médecin qui va faire ce qu'on appelle, alors c'est un terme, ça s'appelle un bilan éducatif partagé. On s'en fiche du mot, ce qui compte c'est on va discuter pour savoir qui vous êtes, de vous connaître, de voir quelles sont vos difficultés. Ce n'est pas une consultation médicale. On n'est pas là pour revoir votre traitement, revoir la prise en charge. C'est comment ça se passe avec votre maladie, où sont vos difficultés, qu'est-ce que vous n'avez pas compris, qu'est-ce qui n'est pas clair pour vous, de quoi vous avez peur, de quoi vous n'avez pas peur, qu'est-ce que vous avez mis en place, le travail, la famille, tout. Et puis, on va essayer de faire le point sur vos questionnements et en fonction de ça, on vous proposera de participer ou pas. Ça peut aussi, au final, se rendre compte que
soit nous on n'a pas les ateliers qui vous conviennent, soit vous voulez vous arrêter là, on peut s'arrêter à tout moment, mais en tout cas on peut après vous proposer de participer à des ateliers. Alors les ateliers, vous pouvez passer, deuxième étape, hop, voilà. Voilà. Le deuxième étape, c'est le plan personnalisé de soins. Donc, c'est des ateliers collectifs ou individuels. Alors, collectif, c'est 6 à 8 personnes. C'est pas beaucoup plus parce qu'il faut avoir le temps de parler, de pouvoir échanger. D'accord ? Et c'est animé par plein de professionnels et parfois, vous avez même 2 professionnels qui co-animent. Et ça peut être regroupé, c'est ce que je vous ai dit, sur une journée ou une demi-journée. Vous pouvez passer. Et là, vous pouvez cliquer parce qu'il y a plein de choses qui vont apparaître. Voilà. Et donc là, ce que je vous ai dit, c'est pluriprofessionnel. Donc là, les petits logos pour l'infirmière, mais allez-y, vous pouvez y aller. Voilà, le pharmacien, l'assistante sociale, la diététicienne, le psychologue. Vous avez l'ergothérapeute, le pédicure-podologue. Là, oui, l'aide-soignante, le kiné, voilà. Vraiment, c'est la prise en charge pluriprofessionnelle. Ça, c'est quand même une chance, je pense, parce que on a rarement tous ces professionnels sous la main en même temps, et c'est du temps vraiment consacré qui sont des temps assez longs, hein. Les ateliers, c'est 1 heure, 1 heure et demie d'atelier. Vous pouvez passer. Et ce n'est pas une conférence. D'accord ? Vous ne serez pas passif. On va pas vous dérouler c'est quoi une spondylarthrite, on va vous faire réfléchir. Ce qu'on a dit, on inverse la démarche, d'accord ? On va travailler sur les traitements, on va essayer, je peux vous décrire après les ateliers, et c'est pas une consultation. Parce que là, vous allez voir une rhumatologue ou un pharmacien, mais il va pas vous gérer votre problème aigu de maladie, d'accord ? C'est vraiment la prise en charge, on dit holistique, et une prise en charge un peu générale. Allez-y, passez. Et donc, par exemple, je vous donne... Ça, c'est des aliments factices. C'est des aliments factices. Donc, c'est des fausses frites, c'est tout en plastique. C'est des faux fromages, etc. Mais par exemple, il peut y avoir des ateliers où on va travailler sur... Qu'est-ce qu'il faut manger quand on a une spondylarthrite ? Ça, c'est souvent les questions qu'on a. On vous a peut-être dit aussi, dans la spondylarthrite, il faut faire attention à l'apport en calcium. Alors on trouve où le calcium ? Et là, ça permet, en fait, quand on est mis en situation, nous, on a des patients, peut-être que vous allez l'apprendre aussi, qui apprennent que dans la crème, il n'y a pas de calcium. Et qui l'apprennent bien tard dans leur vie. Parce qu'ils disent, oui, mais la crème, c'est blanc. Et le lait, c'est blanc. Et ça vient du lait. Mais dans la crème, il n'y a que de la crème. Il n'y a que du gras. Il n'y a pas de calcium. Vous voyez ? Donc, ça permet aussi, parfois, de remettre à jour ses connaissances, parce qu'on vit aussi avec, on a des a priori, puis on ne se pose pas toujours les questions. Et là, justement, c'est un temps où on se pose, et on se dit, tiens, alors dans le calcium, ok, mais alors, tous les fromages sont pareils ? Non, les fromages ne sont pas tous pareils en calcium. Le lait, le fromage de chèvre, le gruyère, la vache qui rit, c'est pas pareil, la vache qui rit, il n'y a rien, le gruyère, oui, c'est très riche. Vous voyez ? Donc, ça permet de remettre à jour, par exemple, ces connaissances. On peut travailler aussi sur les diététiciennes. Elles ont plein de façons de travailler. Elles peuvent travailler sur plutôt équilibrer un repas. Elles peuvent travailler sur l'apport du sel. Quand on est sous cortisone, par exemple. Le sel. Oui, il y a le sel qu'on rajoute, mais il y a tous les sels cachés. Voilà, donc travailler sur les étiquettes, comment lire des étiquettes quand on va faire ses courses. Vous voyez, c'est plein, et je vous donne des exemples comme ça, mais on a aussi passé, la slide d'après, on a aussi la possibilité chez nous de faire des ateliers cuisine. Dans les ateliers cuisine, on va aussi expérimenter des outils bizarres, là vous voyez, parce que quand on a des douleurs parfois périphériques, c'est-à-dire les mains, les poignets, les coudes, c'est compliqué d'utiliser un couteau. La femme, elle est obligée de demander au mari, qui n'a pas trop envie d'éplucher les concombres et tout ça. On peut aussi, il y a l'ergothérapeute, va travailler avec la diététicienne lors d'un atelier et les patients vont confectionner un repas. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Et puis c'est souvent sympa, parce qu'on cuisine des bonnes choses. Allez-y. Voilà. Donc vous voyez, c'était une photo qu'on avait fait. On a une vieille cuisine, mais bientôt on aura une nouvelle cuisine toute belle. Mais pour le moment, c'est un peu avec les moyens du bord, vous voyez, en formica, vintage, mais bon. On s'adapte. Et puis après, vous avez, ça je ne veux pas dévoiler, mais on fait des séances d'activité physique. Ça, c'est des photos d'avant, dans le gymnase, où on peut mettre en situation pour faire de l'activité physique adaptée. Parce que oui, c'est super important de bouger. Alors après, quand on a mal, quand on est fatigué, c'est compliqué. Mais on peut faire, mais de façon adaptée. Donc de faire des choses de mise en situation, on se rend compte qu'on y arrive au final et qu'on peut peut-être faire
et ça, tout ça, on va vous en parler, ce qu'on a mis en place dans le service. Vous pouvez cliquer. Et là, on a même fait, vous voyez, du volet même assis. Donc on peut se rendre compte, et ça c'est toute la force des enseignants en activité physique adaptée, ils arrivent à tout adapter. Donc pour eux, rien n'est impossible. Tout est possible, mais on adapte. En intensité, en difficulté, enfin ils vous raconteront tout ça. Suivant. Et puis vous pouvez travailler aussi sur les médicaments. Donc ça c'est un atelier avec une infirmière, elle date un petit peu parce que c'est Elisabeth qui est maintenant à la retraite, mais c'est par exemple, mais c'est quoi un traitement de fond ? Comment je fais la différence entre un traitement de fond et un traitement de crise? Et quand j'ai des crises, j'ai le droit de prendre quoi comme antalgique? Et puis j'ai le droit d'associer quoi? Et puis ça veut dire quoi le LP? Et puis, vous voyez, il y a sans doute que vous avez déjà ces questions-là, mais tout ça, c'est quelque chose qu'on travaille. Qu'est-ce que je peux faire quand j'ai mal, tout seul, un dimanche soir à minuit, quand bien sûr personne n'est joignable? Il va falloir que je me débrouille tout seul. Donc voilà des exemples. Et puis après, ça peut être parler de ses émotions. Ah ben voilà, parler de ses émotions, j'ai pas mis de slide parce que je voulais récupérer la photo, mais j'ai pas pu. Et là, on a développé tout récemment des ateliers de médiation artistique avec la psychologue et puis l'ergothérapeute qui permettent par un biais artistique de développer, de pouvoir un peu libérer la parole, libérer les émotions. Alors c'est vrai que ça fait quelques années que Madame Zanger, on avait déjà travaillé avec une exposition, et ça c'était un peu différent, c'est les patients qui exposaient, et on espère pouvoir reprendre, mais le Covid nous a mis un gros coup de frein là-dessus. On exposait les œuvres, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous vous êtes artistes, il y a plein de gens qui font plein de choses de leurs mains, et pour autant c'est pas toujours facile, et on avait décidé de mettre en valeur tout ça. Donc on a fait longtemps, pendant 6 ans, 6-7 ans, je sais même plus, 5-6 ans, une exposition dans le service, dans les couloirs de Haute-Pierre. Ça a même débouché sur une exposition définitive dans le service. Il y a des patients qui vont donner leurs œuvres. Donc maintenant, on a fait un parcours comme ça artistique dans le service où vous pouvez voir les mots des patients qui expriment. Et c'est là que plein de gens nous ont dit, mais en fait, moi, quand je peins, quand je fais de la poterie, quand j'écris, quand je sculpte, quand je couds, voilà, en fait, j'ai moins mal. J'oublie ma maladie. Et on s'est dit, tiens, c'est peut-être un bon système, ça. Et c'est pour ça qu'on est venu à développer ces ateliers de médiation artistique. Suivant. Et après, on peut travailler aussi sur, c'est quoi l'activité physique? C'est quoi l'activité physique? C'est quoi le sport? C'est quoi l'activité physique? Là, c'est pareil, c'est comme l'histoire du chien avec la voiture et puis je me promène avec le chien. Hein. On ne parle pas de l'activité physique du chien, on parle de l'activité physique du propriétaire du chien. Donc voilà, passer l'aspirateur, c'est une activité physique. Bon, pas forcément des plus agréables, mais c'est comme une activité physique. Donc même quand les gens nous disent moi je fais plus rien, en fait, j'en fais encore des choses. Donc c'est important de valoriser aussi tout ce qui est fait. Donc on peut travailler aussi sur des images, voir ce que ça renvoie aux patients. Suivant. Et puis on a même créé un jeu qui s'appelle la roue de la rhumatologie, qui nous permet en fait souvent en fin de programme de faire un jeu avec tous les patients. Et puis on tourne la petite roue, la petite flèche noire, et puis on tombe sur des questions, vous pouvez cliquer. On tombe sur des questions un peu de type trivial poursuite, parce que vous voyez, il y en a des petits camemberts, et c'est vraiment des camemberts, c'est avec les moyens du bord, donc c'est les couverts de camembert qu'on a peints. Et puis on gagne des petits os, en rhumatologie, voilà, et qui nous permettent un petit peu de revoir tout ce qui a été vu pendant ce programme-là, et ça permet de nouveau d'échanger, et puis quand on échange, on retient mieux. Oui, vous pouvez y aller. Et puis la troisième étape, donc là je vous ai dit, on s'entretient, on fait les ateliers, il ne faut jamais oublier la troisième étape, c'est on se revoit. Et on se dit, et là on en est où maintenant? On en est où? Est-ce qu'il y a d'autres besoins? Est-ce qu'il y a d'autres difficultés? Est-ce qu'on a pu mettre des choses en place? Est-ce qu'on n'a pas pu mettre des choses en place? Voilà, on rediscute et puis on voit. Soit effectivement, de nouveau, le programme s'arrête là, soit on peut repartir sur des ateliers, puisque aussi, au fur et à mesure des années, on a enrichi nos programmes. On a entre 15 et 20 ateliers différents à proposer aux patients. Donc on a quand même une richesse, voilà. Et ça, c'est parce que vous nous avez fait des retours aussi, on nous demande toujours ce que vous en avez pensé, si ça adaptait à ce que vous souhaitiez, pour que nous, on puisse aussi s'améliorer. Vous pouvez y aller. Alors, à tel point qu'on est convaincu en éducation thérapeutique, alors je ne pouvais pas m'empêcher d'en parler, c'est que je développe un projet de recherche pour essayer de montrer est-ce que c'est vraiment utile tout ce qu'on fait là, sur le plan scientifique. Donc, on a une recherche qui est en cours. Je dois vous cacher que c'est pas facile d'inclure des patients, puisqu'en fait, c'est un programme, vous pouvez cliquer, de nouveau. Ça se fait sur toute la région Alsace.
donc aussi bien à Colmar, à Mulhouse qu'à Strasbourg. Vous pouvez cliquer de nouveau. Et en fait, on cherche en fait des patients qui ont une spondylarthrite à qui on va prescrire un anti-TNF. Et puis, qui n'en ont jamais eu. Et puis après, on tire au sort, vous savez, dans la recherche, on tire au sort de dire, eh ben, celui-là, il aura le programme d'éducation thérapeutique, puis celui-là, il l'aura pas. Il l'aura pas tout de suite. Bien sûr, on le propose après. Et puis après, l'idée, c'est qu'on compare à la fin, se dire, ben voilà, est-ce que le patient qui a fait le programme, il est plus à l'aise, il a une meilleure qualité de vie, il est moins stressé, il a plus de connaissances ou pas, par exemple. Donc, à bon entendeur, si vous êtes partant, vous pouvez nous contacter, puisqu'effectivement, on doit inclure 100 personnes et on en est à un quart. Bon, alors le Covid ne nous a pas aidés non plus, mais voilà. Vous pouvez passer. Donc voilà, l'objectif principal, mais vous pouvez passer. Hein. Allez-y. Voilà. Ouais, moi, c'est ce que je vous ai dit. Alors, je voulais finir, je ne peux pas m'empêcher de parler de ça, qui est un autre projet que je porte avec mes collègues de l'UTEP, parce que c'est pour vous dire à quel point je crois, mais on croit au CHU, on croit à ça en rhumatologie, parce qu'on va créer la maison d'éducation thérapeutique sur le site d'Aude-Pierre, qui va ouvrir, je l'espère, fin de l'année 2022, mais rien n'est moins sûr. Et c'est un lieu dédié pour les patients, pour qu'on puisse développer tout ce que je vous ai dit dans des conditions vraiment meilleures que ce qu'on a au CHU à l'heure actuelle, avec plus de table en formica, plus de chaises bancales et des choses comme ça. Passez. Donc voilà, ça sera. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'hôpital d'Aude-Pierre, mais c'est pas très loin du fameux relais H. Il y aura plusieurs salles. Il y aura des salles justement pour faire de l'activité physique. Donc vous pouvez passer parce que je ne vais pas. Allez-y. Allez-y. Vous pouvez appuyer. Vous pouvez appuyer. Voilà, donc ça c'est sur le site effectivement d'Aude-Pierre, pas très loin du relais H. Appuyez. Voilà, donc il y aura là je vous ai mis des photos, c'est pas les plus récentes, où il y avait des travaux, donc une salle d'attente, bien entendu. Allez-y. Voilà, un espace accueillant. On a travaillé avec des architectes, vous pouvez avancer. Un espace de documentation sur tous les programmes, parce que certains ont dit, ben moi des fois j'ai plusieurs maladies. Ben alors il y a plusieurs programmes. Aux hôpitaux universitaires, on est le plus grand, on va faire un peu du comment on appelle ça, alsacien, voilà, du chauvinisme, ouais. Chauvinisme. Parce que à Strasbourg, le CHU de Strasbourg est le premier porteur de programme dans le Grand Est. Je sais qu'il y a des Lorrains, mais bon, quand même. Voilà. Donc 45 programmes d'éducation thérapeutique, donc dans plein de pathologies, chez les enfants, dans la mucoviscidose, dans l'hémophilie, chez les patients greffés, enfin, ouais. Donc ça permettra aussi de faire connaître, parce que c'est pas bien connu. Donc voilà, il y aura cet espace-là, un accueil adapté aux gens qui sont en fauteuil roulant, les petites tailles des enfants, les voilà, avancer. Il y aura un petit bureau aussi, parce qu'on va essayer de développer même la sophrologie, l'hypnose ou les choses comme ça. Vous pouvez avancer. La pédagothèque, parce qu'il y a plein d'outils. Là, je vous ai montré, je ne pouvais pas vous en parler, mais je pourrais vous en parler des heures d'éducation thérapeutique. On a plein d'outils, et plutôt que les équipes créent des outils, ben on va les mutualiser. Vous pouvez passer. Et puis des espaces, vous pouvez encore passer. Voilà, il y aura des salles de réunion qui se donnent sur le patio d'Aude-Pierre, qui est plutôt agréable, et un peu de verdure dans ce monde de béton. Donc voilà, allez-y. Et puis après, il y aura aussi beaucoup de convivialité, ça c'est important, hein, autour d'un petit café ou d'un thé. Allez-y. Et puis encore une autre salle de réunion, la salle découverte, vous pouvez avancer. Et puis il y aura aussi la possibilité de faire du numérique, parce que le numérique c'est aussi pratique. Quand on habite loin, de revenir tout le temps à l'hôpital, c'est pas forcément facile. Les transports ne sont pas forcément pris en charge. Donc le numérique va permettre quand même de participer à certaines choses. Donc ça sera vraiment très bien équipé en aménagement numérique. Vous pouvez continuer. Et là, il y aura surtout une cuisine magnifique, cuisine thérapeutique, qui permettra aux patients, et avec les diététiciennes, les ergothérapeutes, de travailler sur plein de choses, dans la spondylarthrite, mais aussi dans bien d'autres maladies. Et puis voilà, on pourra aussi prendre ses repas. On a une super table, avec des repas en vrac, des repas en plateau, il y aura plusieurs façons de faire. Allez-y. Et voilà, vous voyez, avec ça sera très bien adapté pour le patient et pour les soignants.
Vous pouvez. Et puis après, il y a une salle d'activité physique, parce qu'on pense que ça, les 2 bons pieds, ce que je dis souvent aux patients, et les 2 pieds de la bonne santé, c'est 1, l'alimentation, 2, l'activité physique. Ça, c'est vraiment 2 choses importantes pour se maintenir en bonne santé, quelle que soit la pathologie chronique que l'on a. Voilà, et puis après, il y aura des rangements. Tout ça, c'était financé par du mécénat. Donc, on en profite pour remercier Decathlon, qui nous a financé, Cuisine Schmitt, AG2R La Mondiale, et qui vont nous permettre d'ouvrir ce lieu qui va, j'espère, favoriser l'avènement d'éducation thérapeutique chez nous, pour tous les patients souffrant de pathologies chroniques. Vous pouvez avancer. Encore. Voilà, ça c'est des esquisses. Je finirai par une phrase que j'aime beaucoup, qui est de Benjamin Franklin, et qui, je trouve, reflète bien l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire, tu me dis, j'oublie. Mais ça, quand je dis ça, je ne vous dis pas ça à vous spécifiquement, c'est valable pour tout le monde. Hein, on va oublier rapidement les choses. Si on va enseigner, alors on va plus se souvenir. Et si je suis impliquée en éducation thérapeutique, c'est ça qu'on essaye de faire, d'impliquer au mieux les patients pour apprendre et faire que, eh bien, on arrive à faire avec cette fichue maladie chronique, mais qui est là quand même, et pour lequel il va falloir faire quand même avec, malheureusement. Vous pouvez passer, et je vous remercie. Et si vous avez des questions, je suis là pour en discuter. Votre famille. Tout à l'heure, vous avez parlé du calcium avec la spondylarthrite. Oui. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, en fait, quand on a une spondylarthrite, c'est une maladie de l'inflammation, c'est une maladie qui donne de l'inflammation, on est plus à risque de développer ce qu'on appelle une ostéoporose. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une ostéoporose? Une ostéoporose, hein, c'est une déminéralisation, une décalcification des os, qui est en général une maladie plutôt de la femme qui est ménopausée et qui a avancé dans l'âge. Mais quand on a une spondylarthrite, on est plus à risque. Parce que l'inflammation, donc c'est pas que cette spondylarthrite qui favorise l'ostéoporose, mais voilà. Donc, pour essayer de lutter contre cette déminéralisation, il va falloir être attentif à 2 choses, c'est-à-dire à faire qu'on amène assez de calcium pour en mettre dans l'os. On a à peu près 2 kg de calcium dans son squelette. Et il faut qu'il y en ait toujours autant dans le sang. Dans le sang, il faut toujours qu'il y ait une calcémie, on va dire, normale. Et si vous n'en amenez pas assez, alors le corps, il est très intelligent, il va le prendre là où il y a des réserves. Donc il puise dans le squelette. Donc si en plus, vous avez une inflammation, on sait bien que le calcium que vous allez manger, eh bien, il va moins bien être absorbé, il va moins bien se fixer. Donc c'est pour ça qu'on rend attentif les patients à se dire attention à votre alimentation, faites attention à vos apports en calcium, faites attention aux toxiques du squelette. Je vais boire un coup. Faites attention aux toxiques aussi, parce qu'il y a des toxiques. Le sel. Le sel, par exemple, on dit toujours, si vous mangez salé, j'aime bien une image qui est assez forte, c'est je pisse mon squelette. Voilà. Parce que, quand le sel, vous en amenez trop, le rein, il va l'éliminer. Mais en l'éliminant, il amène le calcium. Oh là là. Donc, attention au calcium, mais une chose très très importante, si on continue dans cette même idée, c'est qu'il y a un petit truc hyper important qui permet d'absorber le calcium, ça s'appelle la vitamine D. C'est la vitamine du soleil. Alors là, il y en a beaucoup, mais quand il y en a beaucoup, qu'est-ce qu'on fait? On se cache. Et puis en plus, c'est pas très bon de s'exposer tout le temps au soleil, parce qu'il y a le cancer de la peau, tout ça. Donc, il faut en prendre de la vitamine D. Mais c'est vrai que dans les ateliers diététiques, on se dit, on essaye de faire prendre conscience aux patients, de dire attention à votre calcium. Alors après, l'idée, c'est pas d'être obsessionnel avec ça, hein, mais c'est d'être attentif à ça. Est-ce que je mange de temps en temps des produits laitiers? Et puis, est-ce que j'en mange des bons, entre guillemets, c'est-à-dire riches en calcium? Puis si j'aime pas le lait, ou j'aime pas ça, ou j'ai du cholestérol, alors le gruyère, vous voyez, parce qu'il y a ça aussi, hein. Il dit manger du calcium, le rhumatologue il dit manger du gruyère, puis il y a le cardiologue qui dit il faut stopper le gruyère, vous avez du cholestérol. Donc où je trouve du calcium? Dans les eaux minérales par exemple. Voilà. Donc vous voyez, tout ça c'est des choses qu'on discute et qu'on travaille avec les patients. Oui. Et parler de calcification, mais la calcification, est-ce que ça peut avoir un rapport avec la spondylarthrite?
Alors, la calcification Non. Alors, non, enfin, attendez. Dans une spondylarthrite, vous pouvez avoir une calcification aussi, ce que M. Sibilia a appelé les syndesmophytes. Hein, les syndesmophytes, c'est des petits ponts osseux. En fait, effectivement, il n'y a pas de tableau ici, hein, mais comme si vous voulez, c'est la zone où s'accroche le tendon sur l'os qui est inflammé. Au fur et à mesure d'être inflammé, il peut se calcifier. Et en fait, la calcification va même suivre le tendon, qui peut aller par exemple jusqu'à l'autre vertèbre. Ce qu'on appelle des syndesmophytes, des ossifications. Ça, c'est la spondylarthrite. C'est pas parce que vous allez manger plus de calcium que vous allez plus ossifier. D'accord? Ça n'a rien à voir. Et on peut avoir, c'est ça qui est mal fichu quelque part, parce qu'on va me dire, on se calcifie à cet endroit-là et on se décalcifie au centre de la vertèbre. Ah ben voilà. Mais pour autant, c'est important par rapport à l'alimentation, il faut garder son calcium. Voilà. Et ça ne va pas aggraver la spondylarthrite. Hein. Oui? Vous parliez des produits laitiers par rapport au calcium, et en même temps, en tout cas à travers des lectures ou même le corps médical a relayé, certains, c'est dire que les produits laitiers seraient le conditionnel pro-inflammatoire. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ben voilà. Ben exactement. Alors ça, c'est souvent des discussions. Oui. Alors, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qui est démontré dans la littérature? Là, vient d'être publié, il y a eu tout un travail national français qui a repris tout ce qui a été publié sur l'alimentation et les rhumatismes. C'est un travail qui est accessible pour vous. Hein. Il n'y a pas besoin d'être... Il est sur le site internet de l'association. Ben voilà, c'est les recommandations françaises de l'alimentation quand on a une spondylarthrite. Il n'a pas été démontré, il n'y a pas d'études pour dire que les laitages sont inflammatoires et favorisent la spondylarthrite. Ça, il n'y a pas de preuve dans la littérature. Maintenant, je pense qu'il faut être mesuré. L'idée, c'est pas de manger 1 litre de lait par jour, etc. Donc, garder une alimentation plaisir. Hein, si on n'aime pas ça, on ne va pas se forcer. Mais les laitages ne sont pas pro-inflammatoires, en tout cas si on en mange raisonnablement. Après, ce qui est peut-être intéressant, c'est de favoriser le bio. Parce que les vaches, machin, en truc, bon, mais ça c'est pareil, c'est des idées. On n'en a pas la preuve. Hein. Donc, et puis après, si vous avez peur, par les laitages, de déclencher des inflammations, il y a des gens qui disent, mais moi, quand je bois du lait, j'ai une inflammation. Bon, bah, c'est comme ça. On n'a pas forcément l'explication pour cette personne-là. Ben, on ne mange pas de lait, mais ça veut dire qu'on peut quand même compenser autrement. L'avantage des produits laitiers, c'est qu'ils amènent 2 choses qui sont des constituants très importants des os, c'est le calcium et les protéines. Voilà. Donc, et ça, c'est deux éléments importants de l'os. C'est pour ça qu'on aime bien les yaourts, mais ça peut être fromage blanc, etc. Mais par exemple, pour vous donner un ordre d'idée en équivalence, 2 yaourts, c'est comme 30 grammes de gruyère. C'est comme 5 petits Suisses. Et c'est comme un verre de lait. Un bol de lait, à peu près. Vous voyez, donc tous les produits laitiers ne sont pas équivalents. Donc si vous n'aimez pas le lait et que vous aimez bien le comté, bah, vous mangez un peu de comté. Par exemple. Oui. Lait sauvage. Oui. Ouais. Alors cochon, ça je sais pas trop s'il y en a beaucoup. Mais effectivement, chèvre, le lait de vache, de chèvre, de brebis, qu'est-ce qu'il y a en général? Le lait d'ânesse, donc ça je sais pas trop, ça sert aux produits de beauté plutôt. Jument. Bon. Dromadaire, ça va être bon, sauf si la canicule continue, on aura peut-être des dromadaires dans quelques années. Mais ouais, peu importe. Faut pas oublier alimentation plaisir, hein, ça c'est important. Faut pas que ça soit une contrainte non plus. Hein. Pour ça, ne pas se mettre. Certains évitent beaucoup de choses, le gluten, les laitages, ils enlèvent plein de choses. Après, faut garder plaisir. En plus, en Alsace. Alors après, il peut y avoir des choses dans le végétal avec les plantes. Tout à fait. Il peut y avoir du calcium dans les végétaux. Alors, effectivement. Alors, c'est pas du tout dans les mêmes proportions. Et il faut beaucoup. Alors, en Alsace, on aime bien le chou. Mais pour avoir l'équivalent de 2 yaourts, il faut manger 1 kilo de chou. Hein. Donc, il faut y aller. Après, vos intestins vont peut-être pas trop aimer. Et le microbiote, je ne sais pas trop comment il va se comporter. Donc oui, bien sûr, il y en a. Il y a du calcium dans beaucoup de choses. Hein, mais c'est en particulier les produits laitiers. Les sardines aussi, si vous mangez le petit squelette de la sardine. Hein, les graines de chia aussi, riches en calcium. Voilà.
Vous avez mis vos topos là-bas? Non, bah allez-y alors. Alors pendant que Sophie et Hugo vont aller mettre leurs topos sur l'ordinateur, on va continuer à échanger, mais comme ça après vous pourrez prendre la suite. Oui? Vous parlez de l'alimentation plaisir, mais vous avez aussi le problème de manger parce qu'on n'est pas bien et ça fait un peu nourriture. Ah oui, alors c'est toutes les... Oui. Alors la question c'était, voilà, entre l'alimentation plaisir et l'alimentation doudou, c'est-à-dire je compense et je mange. C'est un peu ça? Ouais. Ah oui, ça c'est compliqué aussi. Ça c'est pas génial, parce que si on consomme trop, puis si on va souvent vers le sucré, ou alors on va beaucoup manger de choses salées, c'est pas top. Mais après, on est des humains, hein. Alors il faut essayer de trouver une parade, mais pas facile. Si j'avais la solution, je vous la donnerais, mais je l'ai pas. On a tous parfois envie de manger la tablette de chocolat, parce qu'on n'a pas trop le moral, qu'on est un peu fatigué, énervé. Alors on se défoule sur le chocolat ou les gâteaux apéro. Après, si c'est une fois, c'est pas dramatique, mais c'est sûr que c'est pas top. Donc quand je dis plaisir, c'est pas gloutonnerie, sucrerie, hein, je prends plaisir. Moi, en tout cas, j'ai des histoires de patients qui ont enlevé beaucoup de choses et qui, au bout du compte, se mettre à table, c'était fade, ils mangeaient pas la même chose que leurs enfants, ils pouvaient plus aller au resto, invités chez les copains, ils amenaient leur tube. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Il y a des gens quand même qui se mettent dans ces situations-là, et ça, c'est difficile, je trouve. Il y a déjà des choses difficiles à vivre, si en plus, alors qu'il n'y a pas de preuves, et qu'on peut s'exposer aussi à des carences, notamment si on enlève tous les laitages et qu'on ne compense pas autrement. Oui? Comment est-ce qu'on peut juger de l'efficacité des anti-TNF? Par plusieurs éléments. Alors, en général, le médecin, il vous pose plusieurs questions. Les questions... Alors oui, pardon, je répète la question. Comment peut-on juger l'efficacité d'un traitement par anti-TNF? Puisqu'à un moment donné, il n'agit plus. Il peut ne plus agir, mais ça dépend. Il y a des gens qui sont sous un même traitement depuis 20 ans, et puis d'autres qui, effectivement, le traitement peut, ce qu'a dit M. Sibilia, et ce qui est vrai, effectivement, le traitement peut perdre de son efficacité. En fait, il y a plein de critères. C'est vos critères à vous. C'est la raideur le matin. Est-ce que je suis réveillée la nuit? Comment est ma douleur? Est-ce que j'ai fait des poussées? Est-ce que j'en ai fait une ou j'en ai fait 10? Est-ce qu'elle a duré 2 heures ou est-ce qu'elle a duré 10 jours? Vous voyez, c'est plein de choses. C'est, est-ce que dans ma vie, oui, avant j'arrivais, je sais pas moi, à ouvrir une bouteille de lait, et là j'y arrive plus. Vous voyez, donc le handicap, donc il y a plein de choses qui permettent de voir ça. Donc ça, c'est ce que vous allez nous raconter en consultation, et ce qu'on va rechercher. Puis après, c'est quand on vous examine. Est-ce qu'il y a des gonflements articulaires? Est-ce qu'il y a des signes inflammatoires au niveau des tendons? Est-ce qu'il y a une raideur quand on vous examine? Et puis après, la biologie. Est-ce qu'au niveau de la biologie, il y avait une inflammation? Il n'y en a plus. Mais elle revient. Vous voyez? Mais après, il y a des gens qui n'ont jamais d'inflammation. Donc ça ne sera pas un bon marqueur chez les gens. Donc après, on va personnaliser. Donc en fonction de ce qu'on avait avant les anti-TNF, on suit ces marqueurs-là. Donc je mettais 3 heures à me mettre en route le matin, je ne mets plus qu'une demi-heure. J'étais réveillée la nuit, je suis plus réveillée la nuit. Je faisais 4 poussées par semaine ou 4 poussées par mois, j'en fais plus qu'une. Donc c'est pas 0, mais c'est mieux. Voyez? Donc c'est toujours un ensemble de choses qui nous font dire. C'est pas un marqueur, c'est un ensemble de choses. Alors je veux juste préciser un truc. J'étais sous anti-TNF pendant 14 ans avec Humira. Et pendant 1 an, je me suis plainte auprès d'un de vos collègues que j'étais de plus en plus mal. D'accord. En cours de route, malheureusement, j'ai été hospitalisée 8 semaines pour le Covid. Et on a fini par me faire une prise de sang qui a révélé que l'Humira était encore efficace à 3%, c'est-à-dire à rien du tout. Donc c'est là que j'ai pu dire, vous voyez, depuis plus d'1 an que je me plains. J'avais raison. J'avais raison de voir. Et donc j'en ai un autre maintenant et je doute de son efficacité. Ah. Oui, après c'est un partage. Hein. C'est vrai que parfois c'est plus compliqué parce que il y a, entre guillemets, si je peux me permettre, que des douleurs, mais pas de signes objectifs d'inflammation, de gonflement. Il n'y a pas d'inflammation. Donc c'est pas toujours facile. Parfois il y a les douleurs, on dit est-ce que c'est que la spondylarthrite, parce que des fois quand on prend de l'âge, on peut avoir aussi de l'arthrose, on peut avoir une tendinite d'épaule banale entre guillemets. Vous voyez,
Donc c'est difficile, c'est difficile. Donc c'est vrai qu'on a cette piste aussi, c'est que pour certains médicaments, en l'occurrence l'Humira ou l'adalimumab, eh bien on peut doser parce qu'on peut s'immuniser contre ces anti-TNF. Parce que les anti-TNF, ils sont très proches de ce qui existe à l'état naturel, mais très proches. C'est pas complètement humain. Bon, c'est logique puisque c'est fabriqué en dehors du corps. Et donc le corps, le système immunitaire, à un moment donné, il se dit c'est quoi ce truc? Donc il va faire des anticorps anti-médicaments. Mais tous les patients ne vont pas faire ces anticorps. On ne sait pas encore pourquoi certains en font, pourquoi certains n'en font pas. On sait qu'il peut y avoir des facteurs favorisants. On sait qu'on fait moins d'anticorps si on a du méthotrexate avec, par exemple. On sait qu'on fait moins d'anticorps si on n'arrête pas son traitement longtemps. Mais il y a des gens qui ont tout fait comme il fallait, qui ont du méthotrexate et puis qui font quand même les anticorps. Donc maintenant, on peut les doser. Et là, effectivement, si les anticorps anti-médicaments sont élevés, ben là, le médicament, il arrive, pouf, il est détruit direct. Donc, il n'a pas le temps d'agir. Donc ça peut arriver aussi, ouais. Oui. Qu'est-ce qui vous permet de diagnostiquer plutôt une fibromyalgie qu'une spondylarthrite avec des examens négatifs? Alors, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui permet de distinguer, je répète, la fibromyalgie de la spondyloarthrite? Alors, ça rejoint un peu la question de la dame tout à l'heure, de se dire est-ce qu'il y avait des marqueurs qui permettent de dire il y a la maladie ou il n'y a pas la maladie. C'est vrai que parfois, déjà on peut avoir les deux. C'est pas forcément l'un ou l'autre, ça peut être l'un et l'autre. Et ça, c'est bien décrit. Dans la fibromyalgie, tout est normal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe à l'IRM. Et normalement, les douleurs peuvent être un peu différentes. Mais je vous accorde que c'est un diagnostic qu'on appelle nous différentiel, qui est parfois difficile en fonction des patients. On se dit fibromyalgie ou spondyloarthrite. Des fois, c'est difficile parce que s'il n'y a pas des signes de radio, pas des signes à l'IRM, on est embêté. Et souvent, c'est ce que je disais tout à l'heure, s'il n'y a pas de signe à l'IRM, on est embêté pour dire qu'il y a une spondylarthrite. Donc c'est l'IRM qui nous permet souvent de trancher. Oui. Au niveau des douleurs. Mais les douleurs, c'est en général dans la spondylarthrite, on parle plus de douleurs inflammatoires. C'est plus des douleurs inflammatoires que dans la fibromyalgie. Mais bon, voilà, c'est en général. Douleurs inflammatoires, c'est quoi? C'est des douleurs qui sont plutôt là en deuxième partie de nuit, qui réveillent, qui fait que le matin on est rouillé. La fibromyalgie, on aura plus des douleurs en fin de journée, avec plus on va faire, plus on aura de douleurs. Et puis souvent, c'est associé à un cortège d'autres signes. Des signes de constipation, des troubles de la mémoire, une fatigue intense. Mais la fatigue, on peut l'avoir aussi dans la spondylarthrite. Des troubles urinaires. On peut avoir même la peau qui fait mal, vous voyez, les muscles qui font mal. La spondylarthrite, normalement, c'est quand même plus localisé aux anthèses, donc aux zones d'accroche des tendons, et aux articulations et à la colonne. La fibromyalgie, ça fait mal aussi aux biceps, aux avant-bras, aux cuisses, voilà. Mais c'est pour ça que le diagnostic est difficile. C'est parfois, dans certains cas, c'est compliqué. Et parfois, on se met à plusieurs, on voit le patient à plusieurs, parce qu'on se dit, bon sang, moi j'ai l'impression qu'il y a une spondylarthrite, mais j'ai rien à le mettre sous la dent. Et c'est toute la difficulté de se dire, allez, on passe le cap du traitement ou pas? Voyez? Et quand on n'est pas sûr du diagnostic, c'est dur. C'est dur pour vous, parce que c'est vous qui avez les symptômes. C'est dur aussi, dans une autre mesure, pour nous aussi, de dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'après, si le patient fait un problème au traitement et qu'on n'est pas sûr du diagnostic, vous voyez? Pas simple,